Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet pour lequel vous me posez mais vraiment énormément de questions. Combien tu utilises d'eau par saison, combien ça te coûte, quelle est ta façon d'arroser le potager. Alors j'ai regardé sur la chaîne, ça fait 4 ans que je n'avais pas parlé de cette thématique. J'avais sorti à l'époque une grosse vidéo sur l'arrosage au potager. D'ailleurs, j'ai pas trop dit de bêtises je trouve à l'époque, mais quand même depuis beaucoup d'expériences qui se sont additionnées, beaucoup de connaissances, et ça me fait plaisir aujourd'hui de reparler de cette thématique avec vous. Donc première chose, premier point, on va commencer par pourquoi de l'eau dans nos potagers. Vous savez qu'on entend parfois jardiner sans eau, indirectement jardiner sans arrosage. On va bien repréciser les choses. Ce que vous voyez derrière moi, et puis ce que vous voyez devant vous aussi, le jardinier, tout ça c'est de la flotte. Tout ce qui est vivant, vivant animal, vivant végétal, c'est de la flotte à 60, 70, 80, 90%. Les tomates, c'est 90% d'eau. Le plant de tomates, les feuilles, les tiges, les branches pour se constituer, c'est 70-80% d'eau. Et moi aussi, qui suis animal, eh bien mon corps, c'est 60, 70, 80% d'eau. Enfin, le premier constituant du vivant, c'est de l'eau. Et cette eau, elle ne se fabrique pas, il faut la trouver dans le sol. Alors soit elle tombe via la pluie, soit c'est au jardinier, c'est à nous de combler, d'apporter ce besoin en eau. Donc première raison qu'il y ait un besoin en eau au potager, simplement pour la constitution des plants et des légumes. Autre besoin, ça va être pour contrecarrer l'évaporation. Alors ça, je veux dire, le visuel est simple, vous prenez un seau d'eau, vous le mettez au plein soleil en été, et vous allez voir que jour après jour, le niveau va baisser, et que ce soit l'eau dans le seau ou l'eau dans le sol, eh bien c'est pareil, l'eau va s'évaporer, et ça c'est très variable selon les climats. Alors vraiment c'est dingue, c'est vraiment dingue, il va y avoir des régions où ça va quasiment pas baisser, et s'il pleut, ça va monter même, ce qui veut dire que le besoin est négatif en fait. Mais au contraire, il y a des régions, et notamment la mienne, vous laissez un seau d'eau, vous revenez 2-3 jours après, le niveau a baissé d'1 centimètre, ce qui est énorme. Ça veut dire que dans le sol, ce sont des litres et des litres d'eau qui se perdent par évaporation. Donc ça, c'est au rôle du jardinier de combler cette évaporation en apportant de l'eau pour re-remplir la réserve. Et c'est là que rentre notamment en rôle le paillage. Le paillage va permettre de mettre une casquette, un chapeau, d'ombrager notre sol et d'éviter l'évaporation. Un autre besoin, ça va être cette fois-ci pour la transpiration. Sitôt qu'on a du feuillage, de la feuille, du verre, sitôt qu'on a des feuilles, ces feuilles, comme nous, elles vont avoir besoin de transpirer pour réguler leur température. Et puis la transpiration aussi d'un plant de légumes, c'est super important. Ça va permettre de faire remonter l'eau du sol, de faire remonter en même temps l'énergie, les nutriments, la sève. Enfin, c'est vraiment une remontée d'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs que le paillage parfois ne suffit pas. Moi j'ai beau avoir un paillage de 10, 15, 20 cm, s'il ne pleut pas, eh bien au bout de 15-20 jours, au-dessous, je vais avoir quand même mon sol qui va s'assécher parce que la transpiration, les feuilles vont sucer, vont pomper l'eau dans le sol, le feuillage va pomper l'eau et le sol va finir au bout d'un moment par s'assécher quand toute la réserve en eau du sol sera épuisée. Donc un paillage, c'est bien, mais après il reste la partie aérienne et c'est pour ça que moi j'utilise aussi de l'ombrage, on en reparlera tout à l'heure, il faut le nuancer selon les régions, mais l'ombrage permet de baisser la transpiration et donc permet de baisser les besoins en eau pour notre potager. Donc pour résumer, de l'eau pour constituer les plants, de l'eau pour constituer les fruits, les légumes, de l'eau pour combler l'évaporation et de l'eau pour permettre aux plants de transpirer. Donc tout ça, ça génère un besoin en eau qui va être autour de 2 litres par jour quand il n'y a pas encore les légumes et on va monter à 3 litres par jour, ça c'est plutôt pour la partie nord, et dans la partie sud on peut rajouter 50%, on va être plutôt autour de 3 litres par jour et on va monter à 5-6 litres par jour quand il faut en plus faire grossir les légumes. Je parle au mètre carré, 5 à 6 litres par jour au mètre carré.
On peut différencier selon les cultures, quand il y a des gros feuillages, des gros légumes, il y aura peut-être un petit peu plus besoin d'eau, mais moi j'aime bien raisonner de façon universelle au potager, parce qu'il y a le sol. Et ça aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un besoin en eau pour l'activité biologique. Quand on est dans un potager biologique, on a besoin de biologie dans le sol. Tous nos composts, tous nos paillages, tous nos amendements, c'est pas ça qui nourrit les légumes. Ce qui nourrit les légumes, c'est des nutriments. Et pour passer de compost à nutriments, pour passer de paillage à nutriments, il faut des macro-organismes, il faut des champignons, il faut des bactéries, et tout ça c'est de l'eau, c'est du vivant, donc il faut de l'eau, il faut de l'activité biologique pour que notre usine à fertilité, notre moteur du potager, pour que le sol soit vivant et transforme tous nos amendements en minéraux essentiels. Donc on en revient à ces besoins en eau, et là j'ai envie de dire je vais peut-être prendre cher, mais tant pis, je ne suis pas là pour faire de la démagogie, je ne suis pas là pour vendre ce que je trouve parfois être du rêve. Je suis en plus dans une région la plus chaotique possible, je suis dans une région en fort déficit pluviométrique, je suis dans le sud de la France, dans une région où l'évaporation est conséquente, dans une région où la transpiration des plants est conséquente, et donc je monte à 5 et parfois même 10 litres par jour quand on dépasse les 30 degrés, quand il fait du vent, quand il y a vraiment la canicule. Je m'escanne un petit peu, ça peut paraître beaucoup, et c'est vrai que c'est beaucoup parce que je vous laisse faire la multiplication. Imaginons qu'il ne pleut pas sur 3 mois, on est sur 100 jours, donc 100 jours à 5 litres, on est sur 500 litres d'eau par mètre carré sur la grosse saison estivale, juillet, août. En septembre, le soleil est moins haut, la saison automnale arrive avec les pluies, donc les besoins baissent, mais on va prendre déjà sur la saison estivale, juillet, août. Moi ici, j'en suis sur un demi-mètre cube par mètre carré, 500 litres d'eau. C'est vraiment, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et cette quantité d'eau, eh bien je sais qu'elle est vraiment complètement différente selon vos régions. Prenons par exemple sur l'ouest ou en Bretagne, en Normandie ou dans le nord, vous allez avoir des plants qui vont transpirer beaucoup moins. Vous allez avoir une évaporation qui va être bien moins importante. Vous allez avoir des pluies qui vont apporter de l'eau, et au final, plutôt que d'être à 5 litres par jour, eh bien peut-être que vous allez être à seulement 1 litre, 2 litres, 3 litres. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas sous votre contexte, et chaque cas est différent selon le contexte météo. Mais quoi qu'il en soit, il y a un besoin constitutionnel, on l'a vu tout à l'heure, 2 litres en phase de croissance, 3 litres quand il faut faire grossir les légumes, mais cette eau, elle peut très bien arriver avec la pluie, elle va être stockée dans le sol s'il a beaucoup plu à l'hiver. Le sol est vraiment, quand il est bien meuble, bien amendé, il a une réserve d'eau, jusqu'à 50, 60, 80 litres d'eau au mètre carré, et donc on peut très bien avoir une autonomie en eau sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, quand le besoin journalier n'est pas trop fort. Mais moi ici, les semaines passent sans pluie, avec de l'évaporation, avec de la transpiration, et petit à petit mon sol s'assèche, la réserve se vide, et il faut dans ce cas-là apporter régulièrement de l'eau. Donc j'arrose à peu près tous les 2 jours, 10 litres au mètre carré, avec un goutte à goutte, ça me permet sur une grande surface que ce ne soit pas une contrainte, je mets le paillage par-dessus, et comme ça vraiment je sais que j'ai toute l'eau qui va à mes cultures, à mes légumes. Donc, je vous communique ici, voilà, cette notion que j'arrose clairement le potager quand il ne pleut pas, notamment en été, autour de 5 litres par jour. J'en suis content parce que j'ai des maraîchers, je sais, qui montent vraiment à 10, 15, 20 litres parce qu'ils n'ont pas les solutions que je mets en place. Donc ça, j'en suis vraiment content. Et puis ensuite, au niveau pécuniaire, au niveau argent, au niveau coût, et bien là aussi, je vous le dis en toute transparence, moi ici, j'ai la chance d'avoir, ouais, je pense que je peux dire ça, c'est une chance. Peut-être qu'il y en a qui, on va le voir, qui pourraient l'avoir gratuitement. Mais moi, j'ai la chance d'avoir de l'eau, ce qu'on appelle un compteur de jardin. Je paie l'eau à 2 € tout compris le mètre cube. Donc ça me fait en gros 1 € par saison au mètre carré. Un demi-mètre cube, 500 litres, c'est 1 € par mètre carré. Et quand je vois ce que je récolte, on est à des centaines et des centaines de kilos sur le potager, je suis à plusieurs kilos de légumes par mètre carré, et puis en plus je ne raisonne pas que pour l'argent, moi je suis content, quoi. Je suis heureux de faire mon potager, donc ça n'a pas de prix, mais c'est quand même intéressant de parler sur cette approche pécuniaire. Donc 1 € d'eau au mètre carré, et même si je payais l'eau à 4 €, souvent quand on n'a pas de compteur de jardin, qu'on est raccordé au réseau, eh bien, le prix au mètre cube est souvent plus cher, 3 à 4 €, eh bien, ça me coûterait 2 €, et vu que j'ai 150 mètres carrés de cultivé, ça ferait 300 € sur la saison. Ça commence à être quand même une cartouche, on prend cher.
mais je le ferai quand même. 150 €, je trouve que c'est très acceptable, parce que c'est une passion, parce que je récolte comme un fou, parce que je nourris ma famille, parce que je prends plaisir de l'existence à cultiver tout ça. Et 150 €, vraiment, je le sors sans me poser la question. 300 €, c'est vrai que bon, ça commence à faire mal, mais quand même, quand je vois tout ce que je récolte, plus le côté passionnel, je continue comme ça. Alors cette somme, elle fait aussi relativiser par rapport, vous êtes nombreux à me dire, et on va en parler maintenant, les solutions alternatives. Souvent j'ai la question, mais pourquoi est-ce que tu ne récupères pas l'eau de pluie? Hop, tu mets une petite citerne et c'est cool, tu as de l'eau pour le potager. Eh bien, vous comprenez qu'avec un tel volume d'eau dont j'ai besoin, je suis à plusieurs dizaines de mètres cubes d'eau sur la saison, avec une cuve, moi je vais arroser une parcelle, je vais aller nulle part. Et une citerne, ça coûte déjà cher. Une citerne, moi j'ai vu sur le marché, hein, ça vaut 100 balles. 100 balles, moi j'arrose tout mon potager presque déjà. Donc le marché de la récupération d'eau, ça coûte cher. Pour moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Alors c'est vrai qu'on récupère l'eau de pluie, ça c'est génial parce que l'eau de pluie elle est fabuleuse, elle est géniale. C'est autre chose que de l'eau du réseau qui est un petit peu chlorée, qui est un petit peu traitée, qui est un petit peu calcaire. L'eau de pluie c'est fabuleux, mais de la récupérer, quand on a un grand potager et quand on a des gros besoins, c'est vraiment moins intéressant presque que d'utiliser l'eau du réseau. C'est un débat, hein, allons débattre dans les commentaires avec plaisir, restons courtois, mais je trouve que la question se pose, vu le coût, il faut installer hein, les gouttières, les tuyaux, les raccords, les pompes pour sortir l'eau des cuves. Enfin, moi j'en ai vu là aussi des tonnes et des tonnes de potagers hein, où il y a des systèmes de récupération d'eau, et chaque fois, ce sont des systèmes qui coûtent très cher. On se permet de sortir du réseau de l'eau courante, mais ce sont des systèmes qui coûtent cher. Une autre solution aussi qu'on me dit, pourquoi est-ce que tu fais pas de forage? Alors là j'ai fait des devis et là je peux vous dire j'ai failli m'évanouir, c'est vraiment impressionnant, qui plus est avec l'inflation. Moi j'ai la malchance ici d'avoir l'eau très profonde, on est à 60, 70, 80 mètres pour aller chercher l'eau de façon pérenne, hein, à volonté, et là on était des devis mais qui sont hallucinants, hein. Clé en main, on est autour de 15 000 voire 20 000 € le forage, donc je vous laisse calculer le nombre d'années qu'il me faudrait pour amortir. Alors c'est vrai que je pourrais arroser en abondance, hein. Moi le fait d'avoir l'eau au robinet, eh bien je me retiens quoi. Je pourrais plus arroser, j'ai des fruitiers qui parfois manquent un peu d'eau, j'ai une partie ornementale que j'aimerais plus arroser, bon ben c'est pas grave, tout grille, hein, les fruitiers manquent un peu d'eau, mais ça m'oblige à être responsable de mon eau. Et quand on a un forage, je pense qu'on peut avoir tendance à arroser à volonté. Bon, quoi qu'il en soit, 15-20 000 €, la question ne se pose pas, je ne fais pas de forage. Autre solution encore qu'on me dit souvent, les Oya ou les Oya, les Oyas, je ne connais pas trop la prononciation. Là aussi, j'en vois pas du tout l'utilité. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que trouer mon sol pour mettre de la flotte, pour moi, c'est juste pas possible. Mon sol, c'est mon usine à fertilité. Ce sont des bactéries, des micros, des macro-organismes, des vers de terre, des champignons, même des virus, tout ce que vous voulez. C'est une biodiversité que je veux garder à part entière. Je veux mélanger mon eau à mon activité biologique. Et puis mon sol, c'est argileux, il est rétenteur d'eau. En plus, j'ai un paillage au-dessus qui fait le couvercle de l'Oya, en fait, hein, c'est mon paillage. Donc pour moi, mon sol, c'est ma citerne d'eau. Je sais que quand il est bien texturé, bien meuble, bien amendé, toutes les pluies de l'hiver, j'ai à peu près entre 50 et 100 litres d'eau au mètre carré qui sont disponibles pour commencer l'été. Mais après, hein, je vous ai expliqué, hein, 5, 6, 10 litres de besoin par jour. Eh bien, vous faites le calcul, hein, en seulement 15 jours, ma réserve d'eau, elle s'épuise et c'est là où il faut commencer à apporter de l'eau. Donc les Oya, vous n'en voyez pas non plus au potager d'olivier. Et puis, bon, il y a aussi toute une industrie, tout un commerce, hein. Tout ça, ça coûte très cher, je trouve. Et bon, voilà, tant pis, enfin tant pis ou tant mieux, mais en tout cas, il n'y a pas d'Oya au potager d'olivier. Dernière solution, et là aussi, vous êtes nombreux, franchement, j'ai des discussions géniales avec vous tous. Et puis je le vois aussi d'être allé visiter dans d'autres régions. Vous êtes nombreux à me dire, mais pourquoi tu ne déménages pas ? Là où la pluie tombe plus, là où l'évaporation est moins violente, là où la transpiration est moins violente, et là où des potagers, presque, les jardiniers peuvent se vanter d'un potager sans eau, sans arrosage bien sûr, vous l'aurez compris, parce que le besoin en eau est négatif. La pluie comble les besoins quotidiens de nos cultures. Alors là, j'ai plusieurs réponses. Déjà, même si ici en été on douille, hein, on trinque,
On se régale au printemps et en automne. Surtout au printemps, hein, vous le voyez sur la chaîne, dès le mois de février, je commence déjà à semer les petits pois, les mange-tout, les fèves, les oignons. Dès le mois d'avril, on commence à récolter quand d'autres commencent à peine à mettre le nez dans leur potager. Donc on se régale au printemps, on se régale en automne, aussi pour tout l'à côté du potager. On va se balader en plein hiver, c'est fabuleux. Et puis aussi, ce côté privé, donc moi je suis très impliqué, ma femme aussi, mes enfants scolarisés, j'ai toute une vie ici et le seul potager ne se suffit pas à déménager. Après je reconnais qu'en plein été, je suis un peu jaloux quoi, hein, sitôt que je vais ailleurs ou que je vois vos potagers dans d'autres régions où c'est encore bien vert, les pelouses sont vertes, les à côté du potager sont verts, quand ici c'est assez dramatique et il faut vraiment survivre, traverser l'été tant bien que mal. Mais là aussi ça m'a permis de développer, de développer ces solutions de paillage, d'ombrage, de microclimat, mes fruitiers, des platanes derrière, j'ai vraiment comme un microclimat qui me permet de cultiver tous ces légumes feuilles sans trop d'inconvénients. Et puis ensuite aussi de cultiver les légumes d'été, les patates douces, les aubergines, les melons, les pastèques. Ça je les mets maintenant sur mon extension, je l'ombrage même pas parce que ce sont des cultures qui se régalent de plein soleil. Elles ont des feuillages assez petits, donc peu de transpiration et elles se régalent vraiment d'une forte température et on les réussit encore mieux. Donc je m'acclimate quelque part à ma région du sud, quitte parfois à rester à l'ombre sur les dures heures chaudes du plein soleil en plein été. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ah, dernière ligne, je voulais aussi vous parler des variétés. Ça aussi, j'y ai droit à chaque vidéo où je parle de l'eau. Pourquoi est-ce que tu ne sèmes pas des variétés? Alors carrément, parfois on me dit des variétés qui poussent sans eau. Hein. Vous savez que les médias buzzent beaucoup là-dessus. C'est plutôt des variétés qu'on vend comme souvent sans arrosage. Et encore, même les gens qui vendent ça nuancent. Hein. Il y a beaucoup d'arrosage à la plantation. Il y a des arrosages s'il y a des maladies. Alors sur ce point, ma construction de vérité à l'heure d'aujourd'hui, hein, d'après toutes mes années d'expérience, d'avoir testé ces variétés, d'après toutes mes connaissances, c'est que quelle que soit la variété, on ne pourra pas aller à l'encontre des besoins constitutionnels, des besoins physiologiques. Il faut que la tige, que les feuilles, que les branches, que les fruits, que les légumes se constituent, et tout ça c'est 80% d'eau, donc il faut quoi qu'il en soit de l'eau. Après, peut-être qu'une variété va faire un feuillage moins important, donc moins soumis à la transpiration, peut-être qu'une variété va faire des racines plus conséquentes, plus longues, plus perforantes, pour aller chercher l'eau plus profondément dans le sol, et donc gagner en superficie d'exploration, gagner en autonomie en eau, mais quoi qu'il en soit, il faudra de l'eau. Donc moi ici, je sais que le choix variétal, ça ne veut pas être ma priorité numéro 1 parce que sous un tel contexte météo, avec d'autres paramètres tels que l'évaporation, tels que la transpiration, tels que la température, tout ça, ça génère un besoin en eau qui est conséquent quelle que soit la variété et que ma priorité, elle est sur le fait de développer un sol qui soit spongieux, qui soit éponge, elle est sur le fait d'ombrager parfois pour limiter l'évaporation et la transpiration et puis elle est sur le paillage qui va me permettre de limiter l'évaporation au sol. Donc sur ces points là aussi, bien sûr c'est à vous de vous construire vos vérités selon vos contextes, selon aussi vos croyances peut-être, on a tous envie de croire à certaines choses plus qu'à d'autres, et là aussi comme tous les autres sujets, ce sera un plaisir d'en discuter dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo, c'était juste pour faire un point avec vous sur à la fois les quantités, le coût, l'approche par rapport à cette thématique de l'eau au potager. Ce sera donc un plaisir d'en débattre avec bienveillance dans les commentaires. Merci pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!